Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan sur notre voyage au Népal. Il a duré 14 jours et il a eu lieu du 2 février au 16 février. On a fait un trajet qui est non conventionnel parce qu'on est arrivé directement à Katmandou et le jour même on est parti sur Bhaktapur qui est une petite ville directement à l'est de Katmandou. On est parti sur Nagarkot ensuite pour partir dans les montagnes et avoir une chance de voir l'Himalaya et potentiellement l'Everest. On est revenu sur Katmandou passer quelques jours et ensuite on est allé tirer directement dans Chitwan pour faire un safari dont on vous parlera un petit peu plus à la fin de la vidéo. Bien sûr, on est resté sur Pokhara, une ville qu'on a beaucoup aimé parce qu'on a même prolongé notre séjour directement là-bas. Pour commencer, je pense que le budget est une section qui est très étendue en général dans les vidéos bilan, donc on va commencer par celle-ci. La partie visa, lorsque vous arrivez pour rester 15 jours, il faut que vous payiez 25 dollars américains par personne. Alors soit vous avez directement une bande de retrait qui vous permet de récupérer de la roupie népalaise et de payer ensuite votre visa, soit vous pouvez le payer directement en euros ou en dollars américains. Ils acceptent directement bien sûr ces paiements-là en cash uniquement, pas en carte bancaire, faites très attention à ça. Pour les hôtels, ça nous a coûté au total 615 euros. Ça va être un budget qui est un peu important par rapport à d'autres voyageurs, pour la bonne et simple raison qu'en fait, on a déjà dépensé 220 euros pour un pack 3 jours de nuit dans le Chitwan avec le safari, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Et on a également passé une nuit dans un 4 étoiles à Mystic Mountain, qui est un hôtel qui est réputé dans Nagarkot et qui coûte 110 euros la nuit. L'idée étant d'avoir une vue qui était la plus belle et la plus jolie possible sur l'Himalaya, même si c'était couvert ce jour-là. On a retiré également en parallèle 490 euros directement de liquide qui nous ont permis de payer tous nos achats du quotidien. Par exemple, un repas, ça coûte entre 500 et 1000 roupies népalaises, ce qui donne à peu près 3 à 7 euros pour deux personnes. Quand je vous donne les montants, en général, c'est pour deux personnes, hormis cas très particuliers. Par exemple, le bus, c'est 1200 NPR, donc la roupie népalaise, par trajet par personne, ce qui représente à peu près 8,50 euros. Et donc, on a pu prendre le bus à plusieurs moments, par exemple entre Katmandou et Sora, qui est une ville du Chitwan, et par exemple entre Sora et Pokhara, on a pris également un bus, et de Pokhara à Katmandou, on a pris encore une fois un bus. C'est des trajets qui se font assez bien, il y en a très régulièrement. L'idée étant d'aller voir en général votre hôtel, de leur demander une place pour le lendemain, et vous verrez, ils font toutes les démarches, c'est quand même assez rapide. Évitez de vous mettre tout à la fin du bus, parce qu'en général ça a tendance à assez sauter, mais on fera un petit retour sur la partie transport juste après. Pour la partie taxi, ça nous a coûté environ 1500 roupies à 1800 en fonction des endroits où on allait. Par exemple, entre Bhaktapur et Katmandou, c'était 1500 roupies. Entre Nagarkot et Bhaktapur, c'était 1800. Il y avait à peu près une heure de trajet. Et pour le retour entre Nagarkot et Katmandou, là, il y a 2 heures de trajet, ça nous a coûté à peu près 4000 roupies, ce qui est une somme quand même un peu conséquente. On a loué également un scooter à la journée avec 3 litres d'essence dedans, qui nous a coûté 1700 roupies népalaises. Et après, en général, quand on se déplaçait directement au sein de Katmandou avec un taxi, c'était environ 600 roupies népalaises. Vous avez la possibilité bien sûr de vous déplacer à pied, mais c'est toujours moins facile et c'est toujours plus pratique de pouvoir prendre directement un taxi, c'est plus sécurisant. Pour la partie lessive, parce que bien sûr il a fallu qu'on fasse laver nos affaires, ça nous coûtait 100 roupies népalaises, donc environ 70 centimes du kilo. Parce que là-bas, vous avez vos affaires sales, ils les pèsent et directement ils vous donnent un prix. Ça peut être fait sur la journée, c'est-à-dire que vous arrivez le matin, vous déposez vos affaires et vous les récupérez directement le soir même, laver, sécher et plier. Et donc ça, c'est hyper agréable. Bien sûr, vous pouvez donner quelques contraintes si jamais vous avez des affaires qui sont un petit peu sensibles, mais globalement, en général, ça se passe très bien. Nous, en tout cas, on n'a eu aucun problème de ce côté-là. On a pris également des cartes SIM pour avoir Internet de partout dans le pays. Ça nous a coûté environ 1000 roupies népalaises par carte SIM, ce qui représente à peu près 7 euros. Et pour faire simple, on avait le droit à entre 15 et 20 gigas d'internet. Initialement, ce qu'ils nous avaient annoncé, on s'est aperçu qu'on a le droit exactement à 21 gigas d'internet sur l'ensemble du parcours. On était en 4G, ça fonctionnait quand même globalement bien. Ça nous a fait un budget total de 1100 euros pour deux personnes. Bien sûr, on a pris une activité complémentaire qui était un massage, par exemple, dans l'hôtel 4 étoiles, donc beaucoup plus cher que dans d'autres lieux, qui a coûté 35 euros. Donc, Laurine en a vraiment profité à ce moment-là. C'était un massage ayurvédique. Maintenant, on va parler de la nourriture, parce que c'est un point qui est assez intéressant au Népal, parce que ça diffère de la partie Inde. Alors, pour ce qui est de la nourriture, on retrouve quand même des plats indiens, du moins qui s'en rapprochent. Par contre, c'est moins en quantité et il y a beaucoup moins de matière grasse en fait. Ce qui est le plus connu là-bas en fait, c'est le dalbat. Il faut savoir que c'est un plat en fait avec des légumes, du riz, des légumes verts qui sont épicés.
pas mal de sauces, enfin des sauces mais pas grasses du tout, plutôt pimentées. Euh, Ensuite, il faut savoir que pour le dalbat, vous pouvez vous resservir une deuxième fois. C'est comme ça que ça marche en fait au Népal. Vous pouvez demander à être resservi une deuxième fois. Donc la plupart du temps, nous, ça nous a suffi d'en prendre qu'une fois, donc on était rassasiés. Mais il y a des fois en fait où, je sais pas, pour la viande par exemple, que ce soit du poulet ou du mouton, des fois ils servent un peu léger, donc n'hésitez pas à redemander du coup si vous voulez en avoir plus. C'était globalement un peu moins épicé que l'Inde, même si il faut aussi indiquer que vous ne souhaitez pas que ça soit épicé. Donc si vous faites l'Inde avant voilà, prenez l'habitude quand même de dire no spicy si vous voulez pas avoir des problèmes intestinaux. Ensuite, ce qu'on a remarqué par rapport à la nourriture, c'est qu'il y a beaucoup moins de plats. Il y a beaucoup moins de choix sur le menu. Après, il y a des restaurants. On a trouvé par exemple un restaurant italien, donc on a pu se faire plaisir aussi avec d'autres spécialités, donc d'autres restaurants. On a pu aussi tester des burgers. Donc voilà, ne restez pas non plus sur les dalbats, hein, parce que c'est vrai que c'est un des plats qui est le plus recommandé quand on va au Népal. Mais voilà, vous avez d'autres possibilités une fois que vous êtes sur place. Bien sûr, il y a également les momos qui sont des espèces de ravioles qu'on va retrouver quasiment de partout. Elles peuvent être frites ou elles peuvent être, on va dire, juste cuites à l'eau, qui sont vraiment très bonnes, qui peuvent être fourrées soit avec des légumes, soit avec de la viande. Et si jamais vous allez près des lacs, on retrouve également du poisson. En général, c'est du tilapia, c'est un poisson qui est grillé, qui est très bon, très fin. Et du coup, c'est très appréciable. Effectivement, on a une carte qui est en général moins variée. Mais si on commence à aller regarder d'autres nourritures, par exemple des nourritures japonaises, on trouve des très bons plats et du coup c'est assez agréable de partir sur diverses cultures, en tout cas qu'on peut retrouver au Népal. Sur la partie logement, parce que je pense que c'est un point qui est extrêmement important, on a un rapport qualité-prix qui est bien meilleur qu'en Inde par exemple, avec des chambres propres automatiquement, avec de l'eau chaude, avec un Wi-Fi qui fonctionne globalement bien pour pouvoir travailler. On a très peu eu de déconnexion. Après, ça dépend des endroits, hein, globalement, en fonction d'où vous allez. Mais par exemple, si on prend un peu un budget par nuit, on était entre 10 et 15 dollars la nuit. Et on avait des endroits qui étaient extrêmement bien. C'était pas des auberges de jeunesse, c'était vraiment des belles chambres assez propres. Donc c'est très agréable. Donc globalement, le logement, c'est plutôt un bon point. Euh, Beaucoup plus qu'en Inde en tout cas. Je voudrais rajouter quelque chose. On a remarqué qu'il y avait des coupures électriques dans certains logements. Alors, elles sont pas, comment dire, elles sont pas longues, mais ça peut arriver. Donc, par exemple, dans l'hôtel à Nagarkot, on avait des petites lampes avec nous si jamais on avait besoin de sortir. Donc, bon, c'était assez pratique, même s'il y avait la coupure de courant. Voilà. Donc, pour ce qui est ensuite donc, des transports, c'est quelque chose. On nous avait prévenu. Les routes, c'est vraiment pas ça. Il faut savoir qu'il y a une majeure partie quand même qui est pas goudronnée. Des fois, c'est dans les virages. Donc, bon, il faut s'accrocher, surtout quand on est dans le bus. On a remarqué plusieurs fois dans le bus, on a un peu sauté d'un coup. Donc, ouais, il faut rester accroché. On peut pas faire la sieste, hein, dans les bus, hein, même si, voilà, il y en a qui y arrivent, mais je pense que ils se sont habitués. Je sais pas comment ils font. On a vu derrière nous des Népalais on voyait qu'ils étaient secoués, mais ils étaient quand même en train de dormir. On sait pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi. Euh, voilà. Ensuite, il faut savoir que les routes, enfin, du moins, les véhicules qu'on a pris, ils dépassent pas les 30 km/h. Donc, quand vous prenez un bus et qu'il vous annonce 6 heures, comptez 1 heure de plus, voire 2. Voilà. Euh, Après, il faut savoir aussi que c'est des routes de montagne, donc c'est sinueux, c'est pas des lignes droites. Ça monte beaucoup, ça descend, ça monte. Donc, voilà, bien s'accrocher. Euh,
Ensuite, oui, on a pris des bus parce que on savait que les avions étaient du moins les compagnies aériennes étaient sur une liste noire. D'ailleurs, on a remarqué dans l'actualité qu'il y avait eu un accident assez grave il y a quelques mois, du moins à Pokhara. Euh, donc un vol de Katmandou à Pokhara qui s'est crashé. Donc voilà, il faut le savoir que c'est pas sûr. Donc prenez toujours des compagnies autres que népalaises tant que c'est pas sûr. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi dans les transports, c'est qu'il y a énormément de poussière, mais même à l'intérieur du bus. Hein. Vraiment, on regardait un film à un moment sur Netflix, on avait de la poussière qui s'installait sur les téléphones. Enfin, c'est... Voilà. Il faut savoir aussi que dans les villes, par exemple comme Katmandou aussi, c'est très présent. La poussière, il y en a de partout. Donc n'hésitez pas à porter un masque ou un foulard pour vous protéger. Parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, c'est désagréable. Dans les bus, il y a une clim qui est très très forte. Donc vous pouvez vite tomber malade. D'ailleurs, on a pris froid tous les deux. Donc, on a traîné un rhume pendant une semaine et demie. Donc, couvrez-vous bien. On le dira jamais assez. La clim, c'est vraiment mauvais. Hein, donc, mettez un foulard, mettez un pull, au moins le temps du trajet. Et puis, voilà, vous l'enlevez au moment des pauses. Mais voilà, on tombe facilement malade. C'est justement pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée, hein, vous pouvez l'entendre, mais bon, ça va finir par passer. Les habitants sont quand même globalement très très bienveillants. En fait, contrairement à l'Inde où on a des personnes qui sont très gentilles, d'autres personnes où il faut faire attention, là globalement vous tombez sur des personnes qui vont avoir tendance à essayer de vous aider naturellement, sans forcément avoir une contrepartie. C'est vraiment dans leur nature, dans les valeurs qui sont véhiculées au sein du Népal. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un très bon accent en anglais. Autant nous, en tant que Français, on n'a pas un bel accent en anglais, autant eux, ils ont un bel accent, ils déforment pas trop les mots, et il y en a quand même beaucoup qui parlent bien l'anglais. Ils essaient au maximum de développer le tourisme, c'est vraiment une branche qu'ils essaient de faire évoluer. La problématique étant effectivement, comme l'expliquait Laurine, les transports qui sont aujourd'hui un grand frein, et ils essaient de construire des routes, mais à cause des différents tremblements de terre, elles tiennent rarement longtemps, c'est souvent sur des plaques qui ne sont pas stables, des grosses plaques de terre, et c'est également pour ça qu'il y a certains villages qui sont encore préservés en tout cas de tous les tremblements de terre parce qu'ils sont directement dans la roche, et d'autres villes comme Katmandou qui sont très régulièrement ravagées parce qu'elles sont construites directement sur de la terre battue. Mais globalement, on a des personnes qui sont extrêmement appréciables, extrêmement serviables et toujours joyeuses, donc c'est vraiment très très agréable de pouvoir échanger avec elles, de pouvoir partager des moments avec elles, c'est vraiment un vrai moment de plaisir. On a pu faire un grand nombre d'activités parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Népal, sans parler des treks, parce que je pense que les treks, il y a un élément qui est majeur dessus. Mais si on prend l'aspect, on va dire, plutôt religieux avec la partie temple, ils ont beau être très fortement hindouistes, il y a beaucoup beaucoup de temples bouddhistes, avec par exemple de très grosses stupas, qui sont assez impressionnantes, qui sont là pour véhiculer justement des lieux de méditation, des lieux de calme, qui sont là pour véhiculer en tout cas de la bien-pensance, et c'est très agréable. Tout autour des stupas, souvent on retrouve des moulins à prière qui sont faits pour être tournés, pour envoyer des bonnes énergies, si on peut appeler ça comme ça, aux personnes, pour envoyer des prières en tout cas dans le monde, pour que le monde se porte mieux, pour éviter qu'il y ait d'autres problématiques, de l'énergie positive, tout à fait. Ouais. Et donc souvent vous retrouvez à côté de ça des lieux de méditation qui sont ouverts à tout le monde, qui sont très calmes, dans lesquels on peut se recueillir. Et donc c'est extrêmement appréciable d'être dans un lieu calme, alors qu'à côté de ça il peut y avoir beaucoup de bruit dans d'autres endroits. Et même on a eu la chance d'avoir accès à des monastères qui sont ouverts au public, très peu le sont. Donc en tout cas quand vous avez l'opportunité d'entrer dans un monastère, faites-le, parce qu'en général c'est vraiment une expérience assez incroyable. Vous avez la capacité d'échanger avec les différents moines qui sont disponibles. Souvent ce sont des enfants, il y a également des adultes, et on voit un peu leur quotidien, on voit un peu leur façon de procéder, et du coup c'est des endroits qui sont vraiment très jolis d'un point de vue décoratif, mais aussi d'un point de vue compréhension, avec par exemple certaines peintures où on nous expliquait par exemple la roue de la vie avec les différentes souffrances qu'il peut y avoir, avec les réincarnations possibles. Donc on a vraiment compris tous les différents mécanismes et on a pu échanger avec ces personnes-là, donc c'est hyper agréable. On a également aussi des palais en fait qui sont très présents au Népal parce qu'ils ont eu plusieurs rois, dont plusieurs fils qui ont construit leur propre palais. Et donc c'est pour ça qu'on a trois Durbar Square qui sont, on va dire, des places un petit peu majeures d'un point de vue
tourisme directement à Katmandou, Patan et Bhaktapur, c'est assez similaire. Donc une fois que vous en avez vu un, vous n'avez pas forcément envie d'aller voir les autres, sachant que les prix en général sont pas forcément donnés pour rentrer dans ces éléments-là. Sachant que Bhaktapur, vous avez en plus un ticket spécifique parce que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc c'est une ville qui est protégée et donc vous devez avoir un pass assez particulier pour pouvoir y aller. Je laisse Lorraine continuer sur la partie Chitwan avec les différents safaris qu'on a pu réaliser. Alors, les safaris, c'est vraiment à faire. Au Népal, on n'en parle pas parce que c'est pas connu, mais faut le faire. Vraiment, il y a des rhinocéros en pleine nature. Alors, oui, c'est un peu dangereux, mais sachez quand même que vous êtes bien encadré. Il y a deux guides qui sont là avec vous, avec des pouls bon, des bambous assez solides. Puis ils connaissent le terrain, quoi. Donc, puis ils connaissent le son. Quand il faut se mettre sur le côté, bah, ils hésitent pas du tout. Ils nous ont expliqué d'ailleurs comment se comporter en fait en phase 2, donc en face de chaque animal, parce que vous pouvez croiser des ours, vous pouvez croiser des léopards, des tigres. Donc voilà, tout est fait pour que tout se passe bien. Et ils ont vraiment réussi en fait euh, à nous tranquilliser parce que c'est vrai que donc la veille de notre programme, en fait, on allait voir des oiseaux en pleine nature. Donc on entrait dans le parc sans vraiment s'en rendre compte parce que finalement c'est juste un bout du moins de nature, quoi. Donc on s'en est pas aperçu, mais quand on a découvert un rhinocéros en train de se baigner et puis juste à côté un crocodile qui était pas loin de la rive, on s'est dit bon, on rentre dans un milieu hostile, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Je voudrais rebondir sur le fait qu'on a fait une marche à pied dans la forêt, sachant qu'on a fait un tour en jeep ensuite. On recommande vraiment le tour à pied parce que d'un, c'est beaucoup plus calme et de deux, on voit beaucoup plus d'animaux. Les deux sont liés, hein, bien sûr. Ce qu'on n'a pas aimé dans la Jeep, c'était parce que la Jeep allait trop vite. Ça faisait beaucoup de bruit. Et je ne sais pas si c'était fait exprès, le fait qu'elle aille vite. Je ne sais pas si c'était en lien avec les rhinocéros ou juste voilà, le parc est tellement grand que bon, il faut aller vite. Mais en tout cas, voilà, on a moins apprécié le tour en Jeep justement à cause de ça. Puis on croisait peu d'animaux. On a quand même croisé un rhinocéros à travers la forêt, mais on le voyait à peine, donc c'était un peu compliqué. On a croisé quand même beaucoup plus de choses quand même à pied, voilà, tout simplement. Pour ce qui est du tour en Jeep, on a quand même un point positif, c'était le centre de reproduction d'un type de crocodile qu'on retrouve que là-bas, avec une longue mâchoire. Super intéressant, en plus vous les voyez vraiment bébés jusqu'à jeunes adultes prêts à partir dans le parc, donc c'est quelque chose à faire quand même. Nous, ce qu'on avait pris, c'était un pack de 3 jours de nuit qu'on recommande vraiment avec l'hôtel National Park, qu'on a vraiment apprécié. L'équipe est vraiment aux petits soins. Même quand on rentre, ils nous demandent voilà, est-ce que ça s'est bien passé. Voilà, ils sont vraiment aux petits soins, donc c'est très agréable. Et justement, dans ce pack, on avait également la descente de la rivière en fait en barque, où on est vraiment très proche du crocodile. Ça dure à peu près une demi-heure, donc c'est vraiment au calme, c'est très très agréable. En fait, le pack nous a permis d'avoir toute une suite d'étapes à suivre directement avec des acteurs locaux, de pouvoir découvrir par exemple une danse traditionnelle, ce qui est quand même assez, assez atypique comme en termes d'activité. Et pour revenir sur l'histoire de la Jeep et de la marche, l'avantage de la marche, c'est qu'effectivement, c'est quand même plus calme, mais vous restez assez proche, à moins de partir sur des marches de une journée ou 2 journées, ce qui est totalement possible. On était parti sur une marche de 3-4 heures, ce qui fait quand même déjà un bon tour en termes de kilomètres. Et après, l'avantage de Jeep, c'est que vous vous enfoncez beaucoup plus profondément dans la jungle, à peu près à 20 km de l'entrée du parc, donc potentiellement, vous avez plus de chances de voir d'autres choses. Après, voilà, les avantages et des inconvénients, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Mais le Népal, ça reste quand même le pays des treks, de la marche et autres. On n'avait pas nous pris de forfait pour aller faire du trek en haute montagne parce qu'il faut absolument un guide quand vous allez dans certains lieux. Et donc, on s'est permis de se balader, on va dire, aux alentours des villes. Il y a quand même beaucoup de sentiers qui sont accessibles. Par contre, on a tout de suite un fort dénivelé dès qu'on sort de la ville. La ville est à peu près plate et après, dès qu'on sort, on prend rapidement 600-700 mètres de dénivelé. Donc, ça peut être très éreintant physiquement, que ce soit sur la montée ou de la descente, parce que du coup, ça demande une certaine capacité physique pour aller se balader. Pour mettre quelques nuances, en tout cas dans ces différentes activités, en général, ce qui peut bloquer des fois, c'est les prix. C'est que certains prix, comme je vous disais, sont un petit peu exagérés, comme sur les Durbar Square ou encore l'ancien Palais Royal, où il y a eu le meurtre de la famille royale dans les années 2000. Et également certains guides d'État qui sont mandatés par l'État, qui vont vous demander des pourboires de 30 dollars américains, ce qui est complètement décorrélé par rapport au prix de la vie en fait là-bas. Mais globalement, en général, les activités sont quand même extrêmement bien, sont extrêmement variées, donc il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Bien sûr, la dernière catégorie, qui est la catégorie autre, où on ne sait pas trop quoi, pas trop comment le classer. Et donc l'idée, c'est de parler déjà d'une météo qui était assez couverte en fait en cette période. On s'attendait vraiment à pouvoir voir les montagnes de façon très limpide et très claire. On a eu une journée où ça a été le cas. Le reste du temps, c'était assez couvert. Donc peut-être partir un peu plus tard si vous avez l'opportunité pour justement avoir une météo qui soit plus opportune, même si on n'a pas eu de pluie. On nous a aussi fait remarquer que dès qu'il y a de la pluie, la veille, vous avez beaucoup plus de chances de voir l'Himalaya. Donc nous, on ne le savait pas plus que ça, mais à un moment, en fait, un soir, on a eu un peu de pluie, vraiment quelques gouttes, et puis le lendemain, on est allé à Sarangot, et on a pu voir l'Himalaya. Alors qu'en fait, il y a 2 jours, 3 jours, on n'aurait pas pu. D'ailleurs, on a croisé un ami du coup qui nous a dit qu'il n'avait pas pu le voir. Donc euh, voilà, vraiment un coup de chance, vérifier la météo et tout se passera bien. Et l'avantage, c'est que c'est quand même bien moins peuplé que l'Inde, donc ça devient très reposant si c'est votre premier voyage directement, que vous allez au Népal, vous n'allez pas forcément vous rendre compte, ça va être assez bruyant pour vous par rapport à la France, mais si on compare par rapport à l'Inde, c'est très reposant, très calme. Il y a quand même beaucoup de Français qui commencent à aller s'installer là-bas, à échanger. Il y a une vraie communauté qui est en train de se créer, donc c'est hyper intéressant pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres expatriés. Après, bien sûr, il y a certains quartiers de Katmandou qui restent encore très similaires à l'Inde en termes de la présence, en termes de fonctionnement, en termes de bruit, en termes de pollution, parce que ça reste des villes qui sont quand même très polluées, très poussiéreuses, donc il faut vraiment faire quand même attention à ça. D'un point de vue sécurité, le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment se balader seul, sans problème. Il y a pas de risque que ça soit en journée, le soir, et des affaires avec la caméra. On n'a jamais été embêté, et donc c'est vraiment très agréable. On est dans un cadre qui est assez idyllique, avec de très beaux paysages, donc autant en profiter. Pour conclure, en fait, le Népal, c'était une très très grosse surprise parce qu'on ne savait pas si on pouvait aller là-bas uniquement pour visiter, pour voir un petit peu le pays sans forcément faire des treks. Et du coup, on a vraiment été extrêmement surpris en fait du Népal parce que c'est une très très belle destination où il faut vraiment aller y passer pour sentir cette atmosphère, échanger avec les gens, vraiment pour en profiter de bout en bout parce que c'est vraiment un très très beau pays qui est vraiment méconnu à l'heure actuelle. Et justement, avant de clôturer cette vidéo, pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Ça vous permettra de suivre nos prochaines aventures directement en tour du monde. Et si jamais vous avez une autre expérience au Népal, dites-le nous en commentaire, ça peut être très intéressant de pouvoir croiser un petit peu les budgets et les différentes expériences qu'on a pu avoir. Mais globalement, pour nous, en fait, le Népal, c'était une très bonne surprise. Ça nous a permis de nous reposer, de pouvoir nous ressourcer, de pouvoir échanger avec des gens qui sont merveilleux, de pouvoir découvrir la chaîne de l'Himalaya. Et en tout cas, c'était une très très belle surprise. On va clôturer cette vidéo sur ces mots. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!